Annette Bérard et Claude Doucet, qui sont respectivement, et tous les deux d'ailleurs scientifiques à INRAE et à l'UMR EMMA. Et avec eux, on va se poser la question de comment ça fonctionne les leviers agronomiques, en l'occurrence, qui nous ont été présentés. Et on va plonger dans les racines, sans mauvais jeu de mots, des processus écologiques pour y trouver des solutions fondées sur la nature dans un contexte de limitation en eau. Voilà, on va essayer de comprendre comment tirer parti de l'effet rhizosphérique. Oui, tout à fait. Merci Claire pour l'ensemble des leviers que tu as montrés. On va en montrer un nouveau qui s'appelle les interactions sol-plante. Donc, ces interactions sol-plante, elles se déroulent dans un endroit spécial qui s'appelle la rhizosphère. La rhizosphère, c'est l'endroit qui est influencé par les racines dans le sol. Alors, on a évoqué ce matin un rôle important du sol. Comment on peut augmenter la réserve utile et des choses comme ça. Bon, on va discuter un peu autour de ça, sans parler de matière organique, sur laquelle il y a beaucoup de débats d'ailleurs, sur l'augmentation de la réserve utile. Mais vous montrer d'autres pistes qui sont des pistes de recherche actuellement. Ce n'est pas des pistes appliquées, contrairement à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Bon, là, vous connaissez tout ça, hein, donc au niveau changement climatique. Donc, on est confronté à la fois des moments où on n'a pas d'eau, et puis des moments où on en a trop. En fait, c'est bien ça le problème. Donc les moments où on n'en a pas assez, ça implique des déficits hydriques sur les cultures, et les moments où on en a trop, c'est des problèmes d'infiltration, de ruissellement, et voire d'inondation par la suite. Par rapport à ça, donc on a vu différents leviers, à la fois techniques, à la fois génétiques. Alors, si on met beaucoup d'espoir dans la génétique, il ne faut pas en mettre trop non plus par rapport au déficit en eau. Les gains génétiques sur l'amélioration à la résistance au déficit, ça évolue au cours du temps, mais c'est pas non plus c'est pas 50%, hein, c'est inférieur à 10% en général. Bon, et des gains au niveau agronomique. Donc l'agronomie, on en a eu quelques exemples. C'est vrai également que ce soit pour le déficit ou pour les périodes où il y a trop d'eau. Il y a des choses à faire au niveau agronomique, au niveau gestion des cultures. On a parlé de l'agriculture de conservation, de l'agroforesterie par exemple. Tout ça, ce sont des vraies pistes pour l'avenir. Et nous, ce dont on va parler là, est-ce qu'on peut avoir une réponse supplémentaire dans un cadre agroécologique? On avait parlé d'augmenter la réserve utile du sol, c'est plutôt augmenter l'efficience d'utilisation de l'eau par la plante, qui a été évoquée tout à l'heure. Donc l'eau qui est dans le sol, est-ce que la plante peut mieux l'utiliser? Ça, c'est pour les déficits. Et est-ce qu'on peut modifier l'infiltrabilité superficielle et profonde du sol par rapport au moment où il y a trop d'eau? Et pour ça, une idée évidente, mais qui est connue depuis longtemps, c'est est-ce qu'on peut utiliser les couverts et leur système racinaire? Alors, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que les plantes et les sols interagissent. Elles interagissent au niveau des propriétés du sol. Le sol, il est ce qu'il est, il est très variable, c'est ça le problème surtout. En général, c'est que ce n'est pas la même chose d'un endroit à un autre, voire en vertical ou en latéral. Et ces propriétés du sol qui sont liées à des choses comme la rétention de l'eau, la stabilité, la mouillabilité, la microbiologie, de la chimie. On s'est intéressé depuis longtemps à ces propriétés-là, leur impact sur le développement de la plante. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du sol pour que la plante puisse grandir au mieux, quelles que soient les conditions. Mais on s'est un peu moins intéressé à la boucle inverse, qui est celle-là, qui est que la plante, ça agit sur le sol, en fait. Ça modifie le sol. Et ça, on s'est un peu moins intéressé, on commence à s'y intéresser de plus en plus. Alors, ça modifie le sol comment? Au travers des racines en particulier. Il y a des actions qui sont directes, qui sont marquées là à droite. Hein. Vous imaginez bien qu'une racine qui va dans le sol, il y a des moments où ça fait des trous, comme des vers de terre. On parle beaucoup des vers de terre, on parle rarement des racines. Mais les racines sont un des acteurs majeurs de création de porosité directe dans les sols. Et puis il y a des actions indirectes. Des actions indirectes qui sont liées au fait que les racines, donc toute la plante, ça fait de la photosynthèse, ça crée de la biomasse, ça crée du carbone. Ce carbone, il n'est pas uniquement utilisé dans la plante, il est aussi relargué à l'extérieur. Et c'est ce que vous voyez sur cette image-là, c'est ce qu'on appelle les mucilages racinaires. C'est du carbone qui fuit de la plante, qui fuit naturellement, tout le temps. Et donc c'est une part de la photosynthèse qui part dans le sol. Et cette part de la photosynthèse qui part dans le sol, qui apporte du carbone dans le sol, il y a des molécules simples et puis il y a des grosses molécules un peu plus compliquées, des exopolymères, comme des exopolysaccharides, qui ont des propriétés très spécifiques par rapport à l'eau et à la rétention de l'eau.
Et ce carbone, une fois injecté dans le sol, ça stimule toute la biologie dans le sol, tous les micro-organismes qu'il y a autour dans la rhizosphère, et ça va créer un écosystème très spécifique, un hotspot de diversité et de réactivité dans le système. Donc ça, c'était juste pour focaliser ce qu'était la rhizosphère sur cette planche. Donc la plante, elle exude des molécules organiques. Il y a même des cellules qui s'en vont de la plante, ce qui est marqué mucilage et rhizodéposition. Ça va influencer tout ce qui est vie microbienne à côté de la plante, qui va elle-même, cette vie microbienne, va également émettre des choses dans le milieu qui sont assez spécifiques, dont des exopolysaccharides également. Et ça va modifier les propriétés du sol à côté des racines, au niveau de l'agrégation du sol en particulier, ou au niveau, et à certains niveaux, je vous en montrerai quelques exemples. Donc, je vais vous en donner quelques exemples maintenant à travers quelques expérimentations qu'on a fait au cours du temps. Et après, je donnerai la parole à Annette sur des plantes de grande culture qui vont, là, vous voyez, du maïs au blé jusqu'à de la tomate industrielle. Je crois qu'on a parlé de la tomate industrielle ce matin, qui était en croissance chez nous. Alors, si on prend un exemple du maïs, ça, c'est de la rhizosphère. Vous avez tous vu ça. Vous avez tous arraché des mauvaises herbes, et vous avez tous vu qu'il restait des choses collées. C'est assimilable à la rhizosphère. C'est quand même assez différent du sol moyen. Alors, là, ce que je vous montrerai, c'est des comparaisons entre le sol, ça c'est du conventionnel, hein, entre du sol moyen et du sol collé aux racines, donc du sol rhizosphérique, sur ce que ça peut faire. Sur ces graphes-là, de haut en bas, en haut c'est de la biomasse microbienne, vous voyez que vous en avez plus dans la rhizosphère, globalement, que dans le sol moyen. Il y a aussi une activité microbienne que je ne vous montre pas, qui est nettement plus élevée. Vous avez plus de ces grosses molécules un peu bizarres qui ont des propriétés de rétention par rapport à l'eau, des propriétés spécifiques par rapport à l'eau. Vous en avez aussi plus dans la rhizosphère par rapport au sol moyen. Et vous avez déjà une manifestation des modifications des propriétés hydriques dans la rhizosphère, là par exemple, par un point spécifique de la rétention en eau à 15 bars, qui s'appelle le point de flétissement permanent, qui n'est pas pareil dans la rhizosphère par rapport au sol moyen. Et cette évolution, sur le graphe en haut à gauche de cette rétention à 15 bars, elle est liée à la quantité d'exopolysaccharides qu'il y a dans la rhizosphère, dans ce cas du maïs. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est que les microbes qui sont dans la rhizosphère, qui sont sous ces exopolysaccharides, qui sont dans ce milieu un peu spécifique, ils sont beaucoup plus tolérants à tout ce qui est stress hydrique, stress thermique. Et donc, ils restent actifs, contrairement au sol, qui va être, lui, plus chaud et moins humide, au sol moyen. Donc voilà, c'est des effets locaux, hein, c'est des effets le long de la plante, le long des racines de la plante. Il faut quand même retenir que toute l'eau qui arrive dans une plante, ça traverse cette zone. Donc il se passe quelque chose dans cette zone, ça modifie fortement ce qui peut se passer après, en termes de prélèvement de la plante. Alors, pour vous en montrer un autre exemple, là c'était au niveau du sol, je vais vous en montrer un exemple au niveau de la plante, de ce qui peut se passer. Là c'est une étude en milieu contrôlé, en serre, sur du blé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des variétés de blé, il y a un exemple sur ces variétés de blé, avec des âges de sélection différents, des années 60 à actuelles. Et donc vous savez que la sélection, ça sélectionne des traits pour la productivité, certainement de résistance aux maladies, et ça sélectionne d'autres choses aussi qu'on ne veut pas forcément, mais qui font évoluer les relations entre la plante et le sol. Et donc ces plantes, à un moment, on les a soumis à un déficit en eau, et on a regardé comment elles réagissaient par rapport au déficit en eau du point de vue de la rhizosphère. Pour mesurer cette résistance à un déficit en eau, on mesure quelque chose qui s'appelle la conductance stomatique. La conductance stomatique, c'est la capacité, c'est quand la plante se porte bien, elle évapore elle transpire au maximum, elle ouvre ce qu'on appelle des stomates, des petites pores à la surface des feuilles. Et puis quand elle ne se sent pas bien, ces pores, elle commence à les fermer. Donc elle laisse passer moins d'eau. Là, elle commence à ressentir le déficit en eau, elle commence à rentrer en stress hydrique. Mais quand elle ferme ses pores, évidemment, ces ouvertures sur les feuilles, il n'y a plus de CO2 qui rentre, et la photosynthèse baisse. Donc la plante, elle a un dilemme, c'est mourir de soif ou mourir de faim. Bon, quand il n'y a pas d'eau.
Et donc, la façon d'ouvrir ces stomates, c'est essentiel dans la résistance de la plante au déficit hydrique. Et je vous présente juste le résultat majeur de ce genre d'étude. En bas, vous avez la concentration en exopolysaccharides, d'un composé que je ne vous montrerai pas. Et sur des ordonnées, vous avez la façon dont ces stomates s'ouvrent. Il faut retenir qu'ils sont d'autant plus ouverts que c'est haut là-bas. Ils sont d'autant plus ouverts pendant la phase de stress hydrique que c'est haut sur l'axe. Et les points là, c'est l'ensemble des variétés dans des types de sols différents. Et vous voyez bien qu'il y a une relation très claire entre... non, ils sont d'autant plus ouverts, excusez-moi, que c'est proche de 0. Autant pour moi. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure que la plante produit plus d'exopolysaccharides dans sa rhizosphère, finalement, elle est plus résistante au déficit hydrique. Il y a des plantes qui réagissent différemment, et ça, c'est directement lié au fait qu'on produise des choses de façon différente dans la rhizosphère. Et donc, ça va générer une utilisation de l'eau différente par ces plantes. Maintenant, on va voir la suite sur les tomates. Après le maïs, le blé, la tomate. Bonjour à toutes et tous. Je baisse un peu parce que je suis un petit peu plus petite quand même. Donc là, moi, je vais vous parler des tomates. Effectivement, ce matin, on a parlé de tomates industrielles et on a participé à une expérimentation de terrain réalisée par la Sonito, qui est une corporation d'industriels de la tomate. Dans le Vaucluse. Et là, l'idée, c'était justement comment limiter l'eau, l'utilisation, donc l'irrigation, cette fois-ci, l'irrigation de l'eau sur ces cultures de tomates. Et est-ce que, selon les variétés de tomates, on avait des comportements différents, c'est-à-dire une efficience d'utilisation de l'eau différente. Donc nous avons comparé deux variétés de tomates avec ces deux conditions d'irrigation. Et concrètement, on est allé voir à la fois du côté du sol, et puis nos collègues ont regardé, on va voir tout à l'heure, du côté des rendements. Et du côté du sol, on a une différence selon les variétés. Donc la variété Heinz, et vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et puis la variété Terradou. Et cette fameuse variété Terradou en rouge a une rétention, enfin du moins dans la rhizosphère de cette variété a une rétention en eau plus élevée, en particulier cette fois-ci à la capacité au champ, donc à des faibles pressions. Parallèlement, on a mesuré la quantité d'exopolysaccharides aussi dans cette rhizosphère et on constate qu'on a une différence de quantité d'exopolysaccharides entre les deux variétés avec toujours des quantités plus élevées au niveau de cette variété Terradou. Je ne vous ai pas montré d'autres résultats, mais on a regardé aussi la composition, la signature chimique de ces polysaccharides, et ils étaient différents selon les variétés. Donc voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne au niveau du rendement? Donc ça, c'est nos collègues qui ont fait les mesures au champ. On voit qu'en conditions d'irrigation optimale, on a, au niveau du rendement de matière sèche, on voit déjà quand même une petite différence entre les deux variétés, mais globalement, on a des rendements comparables entre ces deux variétés. Alors que quand on est en irrigation plus limitée, c'est cette fameuse variété Terradou qui devient plus efficiente vis-à-vis de l'utilisation de l'eau. Voilà, donc concrètement, ici, on était au champ. Il faut voir aussi que ces expérimentations, on essaye d'aborder à l'échelle de la plante, mais on va quand même au champ avec toute la variété possible, variabilité possible au niveau du champ. Et donc là, on a pu voir quand même un effet rhizosphère que Claude avait déjà montré sur d'autres espèces végétales, qui se reproduit aussi ici, qui agit donc sur les propriétés hydriques du sol, mais aussi que celui-là était aussi de même en partie expliqué par les biomasses et les activités microbiennes, en particulier fongiques aussi, donc on commence à s'intéresser aux mycorhizes, et les exopolysaccharides du sol. Et puis ces propriétés hydrophysiques, chimiques, microbio, on a vu qu'elles étaient différentes selon ces deux variétés, et que ça allait dans le sens d'une meilleure efficience d'utilisation de l'eau pour une des deux variétés.
Donc je vais faire une synthèse suite à l'introduction de Claude. Donc concrètement, ce qu'on a pu montrer à l'échelle de la plante, c'est cet effet rhizosphère, avec des changements de propriété du sol liés à la plante. Quand on a voulu comparer avec le sol moyen, on a toujours des comparaisons avec le sol moyen, c'est un peu notre témoin, qui sont entre autres liés à la présence de quantités plus importantes d'exopolymères, d'exopolysaccharides et aussi d'activités microbiennes avec un lien direct avec la rétention en eau. Et puis, on avait vu aussi cet aspect aussi micro-organismes plus résistants au stress hydrique. Quand on applique justement un stress hydrique, on voit que pour certaines plantes, donc là, entre autres, une des variétés de tomates, et ben, finalement, on a une augmentation de ces traits, on va dire, de ces traits rhizosphériques, c'est-à-dire des quantités d'exopolymères et de microbes, mais aussi la rétention en eau plus élevée. Et donc ça c'est vraiment pour nous un peu cette indication de ces conséquences possibles sur l'utilisation, l'efficience de l'eau. Voilà, donc je reprends le schéma initial et donc voilà, notre question, notre problématique, c'est comment utiliser les racines à rhizosphère pour améliorer la gestion de l'eau dans les agrosystèmes, même si pour le moment on est plus à l'échelle de la plante. Et est-ce que c'est quelque part une solution fondée sur la nature ? Bien sûr, il y a des questions de recherche à approfondir très largement. Donc, à l'échelle de la plante, on s'est déjà intéressé à différents sols. On a vu qu'on avait des différences selon les sols, parce que forcément, la nature même du sol initial joue sur la rétention, enfin, sur un certain nombre de paramètres du sol, enfin, hydrophysiques, entre autres. Et puis l'idée, c'est aussi de caractériser des traits rhizosphériques, comme on a parlé de phénotypage souterrain étendu. Et là, on est actuellement sur un projet avec nos collègues de l'équipe CAPT sur les capteurs qui, eux, font du phénotypage haut débit donc sur le blé. Et nous, de notre côté, on essaye de comparer, comme on a pu voir déjà avec certaines variétés de blé. Là, on continue à travailler aussi sur d'autres variétés de blé pour voir si on voit des différences en termes de caractéristiques au niveau de ces mucilages, au niveau des communautés microbiennes et de la rétention en eau. Et puis à l'échelle des cultures, donc des systèmes de culture, donc Claire en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, on se rapproche des solutions agronomiques. Donc l'idée, c'est comment préparer le sol, mais cette fois-ci vraiment à travers son système racinaire et sa rhizosphère. Alors par la diversification des cultures, donc bien sûr l'agriculture de conservation, ça va être aussi l'agroforesterie et puis éventuellement aussi simplement les aspects rotation de culture. Et donc là, un exemple très rapidement, donc c'est auquel on a contribué, c'était donc une expérimentation avec différents types de rotations et avec des rotations face, donc, je dirais céréales et puis prairies. Et on a regardé à l'échelle, cette fois-ci, du profil de sol. Et ce qu'on a pu voir, donc rapidement, c'est que là, la réserve utile du sol, qui était liée principalement à la rétention en eau à faible pression, était plus élevée dans des systèmes où on avait eu des rotations entre prairies et céréales, et pas que des systèmes uniculture. Derrière ça, on est en train de proposer un projet de thèse à l'échelle de la plante, mais sur le côté aussi cycle cultural, avec la plante qui pousse, qui meurt, que deviennent les racines, comment les racines, la mort des racines peut agir sur le sol, et puis après, replanter une autre plante par-dessus et voir ce que ça peut donner. Voilà, je vous remercie. Merci à vous surtout pour cette intervention.